Et on reparle de l'affaire Cantat 15 ans après les faits avec de nouveaux événements. Bertrand Cantat, le récidiviste. Je vous présente tout de suite les invités qui seront autour de cette thématique. Avec moi, Raphaël Maillochon, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes merci. le spécialiste police-justice de LCI TF1 et vous allez nous décrypter tout ça. Michel Fine, également avec nous, merci d'être là. Journaliste d'investigation, réalisatrice de documentaires. Vous avez couvert l'affaire Cantat à l'époque pour TF1 et vous avez témoigné dans le documentaire Netflix dont on parle. Je vous rappelle les faits. Il y a la réouverture toute récente d'une enquête pour violence volontaire par le parquet de Bordeaux. Cela fait suite aux révélations de ce documentaire dont on parle, de Rockstar à tueur, diffusé il y a quelques mois sur Netflix. L'ancien chanteur de Noir Désir avait été condamné à 8 ans de prison en Lituanie après avoir frappé à mort sa compagne Marie Trintignant. C'était en 2003. Peine qu'il avait poursuivie en France jusqu'en octobre 2007 où il avait bénéficié d'une libération conditionnelle pour bonne conduite. Il s'était ensuite réinstallé avec sa femme, la hongroise Christina Radi, qui s'est pendue 3 ans après, en 2010, après avoir suivi des violences conjugales, 6 mois avant les faits. C'est ce qu'on appelle un suicide forcé. Il y a une loi aujourd'hui, depuis 2020, et l'enquête va être rouverte 15 ans après. Netflix aide la justice d'une certaine façon, Raphaël Maillochon, pour la bonne cause. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Godel, nous a adressé un communiqué en date du 24 juillet, donc il y a 48 heures, dans lequel il nous écrit sur une page que cela fait suite à la diffusion du documentaire Netflix, le 27 mars 2025. Dans lequel il parle de nouveaux éléments ne figurant pas dans les précédentes procédures. Parmi ces nouveaux éléments, on peut citer notamment le témoignage anonyme d'un infirmier intérimaire au CHU de Bordeaux qui affirme justement que Christina Radi est passée aux urgences quelques mois avant son suicide suite, je cite, à une altercation avec son compagnon. Cet infirmier, il évoque l'existence d'un rapport médical dans lequel il dit, vous le voyez, le médecin a transcrit que Christina Radi avait un décollement du cuir chevelu avec des bleus et des hématomes. On s'imagine une scène d'une rare violence. Je me rappelle voir mentionner que ce n'était pas la première fois. Voilà donc l'un des témoignages clés dans cette série documentaire de la plateforme américaine et un témoignage de cet infirmier qui fait également écho au message de détresse laissé à la même période par Christina Radi sur le répondeur de ses parents. Je vous donne quelques substances de ce message. Elle appelle ses parents en disant « C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais hier j'ai failli y laisser une dent. Il m'a jeté un truc tellement fort que mon coude est complètement tuméfié. » Fin de citation. Michel Fine, vous qui avez suivi cette affaire Cantat depuis des années, est-ce que c'est un soulagement que le parquet de Bordeaux ouvre l'enquête 15 ans après ? C'est une suite logique, je dirais. Pas un soulagement parce que... Et grâce à ce documentaire, moi je suis journaliste, donc je travaille sur des faits. C'est une suite logique. Moi je trouve c'est très bien. C'est très bien qu'un procureur s'empare de cette affaire parce que la thématique du suicide forcé est assez ignorée de la justice. Il y a une loi qui a été votée grâce à Yael Melloul, avocate qui avait porté plainte contre Cantat après le suicide de Christina Radi et elle a déposé 2 plaintes et les dossiers ont été refermés. Donc affaire classée. Et elle s'est obstinée, elle a fait voter une loi sur le suicide forcé. C'est quoi le suicide forcé ? C'est le harcèlement dans le couple qui mène un conjoint ou ex-conjoint au suicide ou à une tentative de suicide. Ça veut dire qu'on peut harceler quelqu'un au point de le pousser à se supprimer lui-même. C'est presque un crime parfait. C'est une situation incroyable. Et donc, cette loi, elle n'a pas eu de circulaire d'application, donc elle est assez peu connue, elle est même très très peu connue de la justice. Il n'y a pas de formation à l'ENM, par exemple, il n'y a pas de formation des policiers. Donc ça passe un peu sous les radars. Et le fait que le procureur de Bordeaux, dans une affaire aussi emblématique, mais vraiment emblématique, parce que la loi de 2020, c'est un peu la loi Christina Radi. Elle a été votée en mémoire, en pensant au cas de Christina Radi, qui est vraiment passé sous les radars de la justice jusque-là. Le fait qu'aujourd'hui,
un dossier soit rouvert. Alors, non pas pour suicide forcé, hein, la qualification n'est pas celle de harcèlement moral menant au suicide, mais de violence volontaire. Oui. C'est autre chose. C'est quand même assez emblématique. Précédé effectivement ce suicide qu'on appelle forcé, puisque c'était, comme vous le rappeliez, quand même quelques mois avant, des hématomes, des choses atroces qui ont conduit à ce que vous disiez. Hein, et justement, des violences conjugales en fait. Le procureur de Bordeaux nous disait qu'il a pris la décision de rouvrir ce dossier qualifié effectivement de violence volontaire en début de ce mois de juillet. On l'apprend 3 semaines plus tard, bien entendu, mais pour dire que les investigations ont déjà commencé. Et vous citiez justement le cas de Yael Mellul, président de l'association Femmes et Libres, à l'origine de plaintes qui n'ont pas abouti. Nous l'avons rencontrée. Écoutez-la. C'est un énorme soulagement. Une victoire, pas encore. Je peux juste, à ce stade, me satisfaire que le parquet fasse son travail, en réalité. Christina Radi était victime de violences conjugales de la part de Bertrand Cantat, et que ce sont précisément ces violences conjugales-là qui l'ont conduit à se donner la mort, à se suicider. Donc voilà pour le témoignage, nous l'avons rencontré donc, il y a quelques jours suite à ces confirmations par le procureur de la République de Bordeaux. Précisons aussi que les avocats de Bertrand Cantat n'ont pas souhaité s'exprimer en l'état actuel du dossier. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Où est Bertrand Cantat? Est-ce qu'il a réagi? Et qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui pour lui concrètement? Ces avocats n'ont pas souhaité répondre à nos questions, parce que bien évidemment, comme de nombreux journalistes, nous les avons sollicités. Ils souhaitent garder le silence pour l'instant. Nul doute, peut-être que plus tard, ils prendront la parole. Ce que l'on peut envisager en termes... Voilà, les suites judiciaires, c'est que le chanteur pourrait... par le conditionnel, pourrait être réentendu une nouvelle fois par la justice. Pour des faits de violence volontaire, il encourt en théorie jusqu'à 3 ans de prison. Mais problème, on parle de faits qui remontent maintenant à plusieurs années. Ces faits pourraient là aussi être prescrits. Tout va se jouer effectivement sur la prescription, les dates et ce que le droit positif en l'état actuel nous dit. Mais effectivement, c'est un des risques. Il y a une extension sur la prescription. On est passé de 3 à 6 ans maintenant pour les violences conjugales. Oui. Et puis en l'occurrence, quand il y a un cas de récidive, c'est ce qui se passe là, quand on en voit l'affaire Cantat, manifestement. De récidive et de sérialité dans les cas des tueurs en série. Il y a la jurisprudence. Vous allez même plus loin. Qui veut que des crimes, pour Émile Louis, c'était des crimes datant de 30 ans auparavant, n'ont pas été prescrits parce que dans la série, un fait n'était pas prescrit. Si on démontre d'autres violences conjugales, d'autres faits qui, eux, ne sont pas prescrits, peut-être que le cas de Christina Radi, le dossier de Christina Radi, peut ne pas l'être également. Donc la prescription, ça évolue, hein, c'est pas coulé dans le bronze. Est-ce qu'il pourrait y avoir une jurisprudence Cantat évolutive, là, justement, avec un délai encore étendu sur la prescription, sur... Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu des actes interruptifs qui pourraient interrompre la prescription depuis le suicide de Christina Radi. Peut-être, c'est la justice qui va rouvrir les dossiers et qui va voir tout ça. C'est juridiquement très compliqué. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que le témoignage de cet infirmier, il date avant la mort de Christina Radi. Il date... aux alentours de 2009, probablement aux alentours de la période à laquelle elle laisse un message sur le répondeur de ses parents pour expliquer ce qui lui arrive. Elle dit « j'ai failli, à plusieurs reprises, il a failli m'arriver le pire ». Ça veut dire « j'ai failli mourir ». Ce qui s'est passé en 2003, entre parenthèses avec Marie Trintignant, ne m'était pas arrivé à l'époque, ça m'arrive aujourd'hui. C'est ça qu'elle dit. C'est quand même extrêmement grave. Ces mots de Christina Radi à l'époque, ils n'ont pas été pris en compte. Sachant qu'elle-même, à l'époque... Elle défendait quand même son conjoint, elle a tué ses violences. Alors, c'est ce qu'on appelle l'emprise, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'emprise. Une femme sous emprise,
elle va avoir des moments de lucidité, comme Christina Radi en 2009, 6 mois avant son suicide, où elle laisse un message sur le répondeur de ses parents et où elle va à l'hôpital pour violence conjugale, faire constater les coups. Et une femme sous emprise, elle va repartir sous emprise après. Donc il y a des moments où elle arrive à en sortir et des moments où elle repart et où elle ne peut plus rien faire, surtout quand elle a des enfants avec l'auteur de violences conjugales. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que Christina Radi, effectivement, elle est allée témoigner à Vilnius, au procès de Bertrand Cantat. Elle a témoigné pour dire « il n'a jamais exercé de violence contre moi ». Et en témoignant, elle l'a en quelque sorte un peu sauvé parce qu'il n'a été condamné qu'à 8 ans de prison ferme. Et en plus, après, il a même bénéficié de la liberté conditionnelle grâce à son elle l'a aidé à bénéficier de la libération conditionnelle. Donc elle se condamne sans le savoir. Il aurait dû encore être en prison le jour où elle est morte. Parce qu'il aurait dû être libéré normalement, si on fait le calcul, en 2010-2011. Elle est décédée à ce moment-là, je crois en janvier 2010. Si la justice avait été clairvoyante, mais on était aussi dans un autre temps, qui n'est pas le temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est post-MeToo. Mais si la justice avait été clairvoyante, si on s'était posé les questions qu'il fallait, quand Christina Radi se suicide, donc 7 ans après la mort de Marie Trintignant, si on avait interrogé les gens, si on avait posé les questions aux parents, si on avait écouté le message sur le répondeur, très probablement Bertrand Cantat serait retourné en prison. Il serait sorti de la libération conditionnelle. Non. Votre réaction, Raphaël, vous pensez ? Oui. En fait, dans le documentaire, ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter le juge d'application des peines, qui est interviewé, le juge d'application des peines à Toulouse, qui dit que lorsqu'il a le dossier, c'est un dossier pour une remise en liberté conditionnelle, qui est solide, ce sont ses mots, comme quoi en détention, il a eu un comportement, je parle de Bertrand Cantat, un comportement irréprochable. Il a une réinsertion au domicile de son ex-femme. Et donc, on est effectivement dans un autre temps médiatique et judiciaire, bien avant les affaires qui découlent de MeToo. Et donc, ce juge d'application des peines, il va décider effectivement de remettre en liberté Bertrand Cantat. Effectivement, il n'a purgé que la moitié de sa peine. On le disait, à Vilnius, il a été condamné à 8 ans de prison, il en encourait 15, grâce au témoignage déterminant de Christina Radi, qui va avoir comme un rôle d'une personne qui va tenter de sauver son ex-mari qui, on le rappelle, l'a quitté alors qu'elle était à la maternité pour aller se mettre avec Marie Trintignant. Et effectivement, le juge d'application des peines le remet en liberté et va le remettre, cet homme, effectivement, va placer cette femme avec cet homme qui devient un loup pour elle. Et on connaît la suite de l'histoire avec le suicide de Christina Radi. Il est très intéressant, le juge d'application des peines, parce qu'il explique dans le documentaire Netflix qu'il le remet en liberté parce que il l'a tué une fois, c'est arrivé dans un contexte très particulier, et il pense qu'il ne tuera pas deux fois. Exactement. Il est très intéressant, ce juge d'application des peines, parce qu'aujourd'hui, il fait son mea culpa. Et aujourd'hui, il dit « je me suis trompé ». Et moi, il m'a dit « je me suis fait manipuler ». On s'est fait manipuler, parce qu'il dit « moi ». Les psychiatres, les psychologues de la prison, c'est ce qu'il m'a dit. Ils sont interviewés aussi. Voilà. Donc, c'est quand même très important. Les hommes victimes de violences, les hommes auteurs de violences conjugales sont souvent des manipulateurs. Et c'est souvent des manipulateurs qui adorent manipuler aussi la justice. Je ne dis pas que Cantat est dans ce cas-là, mais pour remettre les choses dans le contexte, le juge d'application des peines a eu l'impression de s'être fait manipuler et il est assez en colère aujourd'hui. Oui, Raphaël, puis cette manipulation, on la rencontre beaucoup, effectivement, chez ce type de personnage. Vous parliez de sérialisation, vous utilisiez le mot de serial, un peu serial killer pour Bertrand Cantat. Non, pas du tout. Ah non, oui, mais vous avez utilisé ce mot. Non, je l'ai utilisé pour la prescription. Parce que la prescription a été levée dans l'affaire Émile Louis pour une. Enfin, plus simplement, j'appelle ça de la récidive, quoi. Voilà. Il faut dire pour Bertrand Cantat, c'est que c'est aussi une personne qui débute sa manipulation, en tout cas sa stratégie avec son avocat, dès
ses premières auditions donc à Vilnius, avec eh bien une personne qui va d'abord dire qu'il a mis quelques coups d'aller-retour en mimant les gestes, on le voit très bien dans le documentaire, et puis ensuite il y a son avocat qui va venir l'épauler. Ensuite on voit cette manipulation médiatique avec le côté, les mots hystériques qui reviennent pour décrire Marie Trintignant. Dans les médias français, en tout cas en 2003, on se projette aussi dans une autre ère, eh bien on va dire que Bertrand Cantat, on va le faire passer quasiment pour une victime de l'hystérie d'une femme. Et donc c'est toute une stratégie de défense qui a débuté en 2003 lors des auditions à Vilnius et qui ensuite se prolonge lors de son procès l'année plus tard. Et puis ensuite sur le cas de Christina Radi, il est important de préciser que dans le communiqué du procureur de la République, à la toute fin de ce communiqué, et là je vais citer le procureur de la République de Bordeaux, il nous dit que je ne peux pas dévoiler la nature des investigations, mais au regard de l'intérêt manifesté par la presse, je communiquerai de nouveau lorsque des investigations complémentaires auront été réalisées. Donc ça revient, première question dont on débattait ici, sans doute une audition dans les prochaines semaines, prochains mois, pourquoi pas de Bertrand Cantat. Alors, J'imagine qu'il va rechercher le dossier médical. Oui. Le dossier médical, il date aux alentours de 2009. Ça fait 15 ans, 16 ans. Est-ce qu'il existe encore ? On a quand même perdu énormément d'années. J'imagine qu'avant d'entendre Cantat, il va entendre tout l'entourage. Il va entendre les voisins. Parce que Christina Radi, elle dit que quand il y avait des épisodes de violence qui, semble-t-il, étaient, d'après ce qu'elle dit, relativement fréquents, elle allait se réfugier chez les voisins et les enfants allaient se réfugier chez les voisins. Elle dit dans son message, qui dure quand même 7 minutes sur le répondeur de ses parents, des preuves, il y en a. Des témoins, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que jusqu'ici, ils n'ont pas parlé, ces gens-là. Jusqu'ici, ils se sont tous tus. Les membres du groupe Noir Désir qui ont parlé à une des co-réalisatrices de la série Netflix, un membre... Certains disaient qu'il était soulagé quand même de cette... Alors, c'est quelqu'un de l'entourage de Cantat, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un de l'entourage, soulagé. Un membre du groupe Noir Désir qui a parlé à l'une des co-réalisatrices a dit qu'il y avait de la violence de la part de Cantat contre Christina Radi, mais il ne l'a pas dit à la justice. Aucun d'eux n'est allé... Donc vous doutez qu'ils le disent aujourd'hui, 15 ans après ? J'en sais rien du tout, je ne sais pas. Les temps ont changé. Je suis étonnée de l'omerta qu'il y a depuis tant d'années autour de cette affaire. C'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi les gens en mémoire de Christina Radi, c'est quand même la moindre des choses, ne parlent pas. Alors qu'aujourd'hui, une enquête est rouverte. Donc peut-être qu'ils vont parler. Peut-être. Vous avez cet espoir ? Souvent, j'ai beaucoup travaillé dans les cold cases. Il y a 10 ans, on pensait que les cold cases, c'était des affaires refermées et que c'était trop tard. On se rend compte aujourd'hui que le temps étant passé, 20 ans après, 30 ans après, il y a des gens qui ont gardé des souvenirs et qui parlent parce qu'ils sont moins sous pression qu'à l'époque des faits. Donc, tout espoir est permis. Tout espoir est permis. Oui, ça tiendra aussi par la pugnacité d'un procureur, je le cite souvent, mais voilà, il a fallu bien évidemment une série documentaire d'investigation. Et puis c'est ça qu'il faut signaler aussi, c'est quand même aussi l'intérêt de ces séries Netflix ou autres, ces documentaires et ces plateformes qui reviennent sur des faits qui permettent d'aider la justice. La boucle est bouclée. Je repars sur la première question que je vous avais posée. Voilà. Non, le documentaire, il apporte un fait nouveau, qui est le rapport médical. Voilà, le témoignage de l'infirmier. Donc ça permet la aussi des faits similaires pour le documentaire Soupçon, je crois, et sur les frères Menendez, mais on en reparlera une autre fois, ou sinon, restez sur Netflix. En tout cas, en attendant, restez sur LCI, puisque c'est ici que ça se passe, et vous allez retrouver Jeanne Baron. Et ça s'appelle LCI Midi. Jeanne Baron.